À l'issue de la 43e session du Comité du patrimoine mondial en juin 2019, 29 nouveaux biens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci porte à 1121 le nombre total des biens culturels, naturels et mixtes figurant sur la liste repartis sur 167 États membres. Cette émission se propose d'aborder les enjeux de Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue à tous. Et surtout, bienvenue à vous, Christian Ngueyi, vous êtes journaliste culturel. C'est exact. Avec vous dans le studio, Ben Mpek, il est artiste et homme de culture. Bienvenue. Merci, c'est exact. Meilleurs vœux à vous. Merci. Comme nous l'avons signifié d'entrée de jeu, nous parlerons de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Quels enjeux? Et vous, en tant que journaliste culturel, quand on parle de Grand Bassam, quels sont les souvenirs que vous avez? Bon, vous savez, Grand Bassam, c'est la toute première capitale de la Côte d'Ivoire, la toute première commune, la toute première administration de la Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est le commencement, on va dire ça comme ça, c'est le commencement des actions, des échanges culturels, des échanges commerciaux, économiques, juridiques. Et il y a toute une histoire, ce Grand Bassam, qui nous permet aujourd'hui, en tant qu'habitants de la Côte d'Ivoire, habitants d'Afrique et du monde, qui nous profite. Aujourd'hui, Grand Bassam n'est plus une affaire de la Côte d'Ivoire, mais c'est une affaire du monde entier. Et c'est encore un plaisir pour nous, journalistes culturels, qui faisons la promotion des aides à la culture, de savoir que Grand Bassam, aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO. Et tout à l'heure, au cours de notre émission, nous en saurons davantage. Homme de culture, artiste, rappeur, Grand Bassam. Grand Bassam, cette ville est-elle une source d'inspiration pour vous? Bien sûr, à partir du moment où il y a une histoire, il y a une histoire, il y a un héritage. Et quand il y a une histoire et un héritage, il y a beaucoup à comprendre, beaucoup à savoir. Il y a la tradition, et donc c'est la transmission des rites, des connaissances. Et il n'y a rien de plus contextuel, de plus concret que la culture. C'est en cela justement que Grand Bassam est une ville qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc moi j'ai entendu parler de Grand Bassam à partir de la fameuse du fameux rendez-vous annuel qu'est l'Abissa, ouais, qui est donc promu par l'Inzima, donc qui met en exergue, en valeur la culture Zima. Et au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres aspects comme le musée du costume de Grand Bassam. J'ai découvert tout ce qu'il y a de balnéaire avec les plages. Donc voilà, il y a ce parfum, comme disait tout à l'heure Christian Ngueyi, monsieur Christian Ngueyi, il y a ce parfum historique des temps coloniaux qui remonte toujours à soi. Chaque fois qu'on se trouve à Grand Bassam, voilà, et on ne peut pas se lasser d'y aller pour combler le vide ou pour vider le comble. Nous en saurons davantage au cours de cette émission. Christian Ngueyi, on va faire un peu d'histoire, un bref historique de cette ville Grand Bassam. Alors, il faut dire que l'histoire du Grand Bassam remonte au début du XVIIIe siècle avec les Abouraïs qu'on retrouvait sur cette place qui avait pour activité le sel. Alors c'est après que les Zima sont venus du Ghana et après il y a eu des échanges avec les Abouraïs et les Hollandais, les Anglais j'allais dire les Allemands. Et c'est après que la France est arrivée. Et avec les échanges, il y a même eu un conflit entre la Grande-Bretagne et la France sur Grand Bassin parce qu'il y avait un certain nombre de richesses et la France finit par s'accaparer Grand Bassam. Alors, elle décide de faire venir ses commandants et c'est comme ça qu'on a certains commandants comme Trèche-la-Plaine, Faidherbe qui arrivent à Grand Bassam. Et tout de suite, il y a un premier WAF qui construit les activités culturelles et économiques, prendre forme. Il y a de grandes structures commerciales qui s'installent à Grand Bassam, de très grandes banques qui s'installent à Grand Bassam. L'activité commence et les comptoirs sont posés, les échanges se font. Et
à la suite d'une certaine épidémie. Voilà. Donc les colons, il faut dire que les colons sont obligés de se rendre à Benjaville, mais avant, ces colons décident de faire de Grand-Bassam la première capitale administrative de la colonie française en Côte d'Ivoire. Alors, et comme je parlais d'épidémie tout à l'heure, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à Benjaville. Mais entre-temps, les activités étaient toujours fructueuses du côté de Grand-Bassam. Alors, ils décident de retourner, mais cette fois-ci, de construire un deuxième WAF. Et avec toutes les synergies, l'économie florissante qui se fait à ce niveau, alors ils décident maintenant d'apporter des équipements et des écoles, la construction du palais de justice, la construction du bâtiment du gouverneur et toute une cité est mise sur place. Et après, l'administration prendra forme et jusqu'à la construction du troisième WAF à Port-Boué. Et c'est là que Grand-Bassam va commencer, on va dire comme ça, à se vider parce que le troisième WAF à Port-Boué va engendrer beaucoup d'activités commerciales jusqu'au quatrième WAF à Sassandra. Et voilà un peu l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette histoire-là où c'est vrai que l'administration et tout le mouvement commercial a été déporté à Abidjan, oui. Mais les bâtiments sont restés, ces endroits symboliques sont restés toujours à Grand-Bassam. Et quand vous arrivez à Grand-Bassam, quand vous voyez ces endroits, vous vous rappelez tout de suite de toute cette merveilleuse histoire qui ne sont pas des fables, mais des réalités. D'accord, très bien. Après cet historique, pour vous, que représente Grand-Bassam ou quelle est la particularité de Grand-Bassam par rapport aux autres villes qui existent? Mais la particularité, elle a été bien définie tout à l'heure, c'est le point de départ, le point de rencontre entre la civilisation occidentale et puis la civilisation africaine au niveau de la Côte d'Ivoire, donc ivoirienne, des peuples qui étaient là, les peuples qui vivaient là et qui vont faire la rencontre des premiers colons qui vont arriver, donc tout part de là. Et c'est pour cela que l'histoire et l'héritage qui est laissé intéressent et devrait davantage intéresser toutes les générations. Voilà, et ça c'est irremplaçable quand on est la cheville ouvrière, le point angulaire d'une histoire, qu'on le veuille ou pas, on reviendra toujours au point de départ, à la case de départ. Et vous, en tant qu'artiste, n'aurez pas manqué de souligner l'Abissa qui a un volet culturel. Parlons des enjeux de cette Abissa, chaque année célébrée à Grand-Bassam. Oui, mais quand on a déjà assisté une fois à l'Abissa, on a sous une forme artistique, on a l'histoire du peuple Zima qui est présenté, qui est conté. On peut donc revivre tout ce qui a été raconté là tout de suite par mon interlocuteur et tout par le deuxième invité. On peut donc revivre toute cette histoire qui est contée comme le vécu, hein, le quotidien quand on vit à Grand-Bassam, quand on est passé à par Grand-Bassam, vivre cela et on se sent lié par quelque chose en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans l'histoire, c'est que tout de suite, on est rattaché à quelque chose qui nous concerne et qui nous concerne tous. C'est notre passé, c'est notre présent et notre futur. Donc valoriser ce point de départ va nous permettre de mieux comprendre les enjeux du présent et les perspectives du futur. D'accord. Parlons brièvement du musée des costumes à Grand-Bassam. Quels sont les enjeux d'un tel musée pour la Côte d'Ivoire et partant pour l'Afrique et le monde? J'ai l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire a un potentiel culturel assez vaste. Les gens ont l'habitude de dire que c'est 32 ethnies, mais autrement dit, 32 façons de s'habiller, 32 façons de manger, 32 façons de danser, 32 façons de chanter. Et ici, il est question de costumes. Donc, 32 types de costumes carrément différents qui ont une histoire. Alors,
le fait de les mettre dans ce musée est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Côte d'Ivoire. Et vous voyez que ce musée est logé dans l'ancien palais du gouverneur. Alors, pour la Côte d'Ivoire, c'est un enjeu parce que c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et comme Grand Bassam aujourd'hui est une destination touristique qui reçoit chaque week-end des centaines de personnes, c'est une possibilité pour ces personnes-là de venir savoir l'histoire de ces costumes parce que ces costumes sont liés à des religions, sont liés à des personnes, sont liés à des époques, sont liés à des civilisations ivoiriennes. Donc je pense que c'est, j'allais dire, c'est un pan de la connaissance de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans ce musée du costume. Quels pourraient être les enjeux également de ce musée des costumes pour l'Afrique? Il y a la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans son histoire, dans sa culture, mais les pays environnants, l'Afrique tout entière, le monde. Ce qu'il faut comprendre de manière très basique, c'est que l'humanité est une somme d'identités éclatées et que nous ne pouvons reconstituer qu'à travers la constitution des images, des modes de vie. Et donc un musée, c'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu d'observation, c'est une traçabilité d'un mode de vie dont les générations présentes et à venir n'ont pas toujours conscience, parce que cela n'est pas toujours promu, cela n'est pas toujours transmis dans les différents modes d'éducation, de formation sociale. Voyez, donc, et le musée de Grand Bassam est un espace qui permet de voir les manières, des façons de s'habiller de l'époque, pour dire que on ne tombe pas de nulle part, qu'on ne sort pas de nulle part, qu'il y a un patrimoine, qu'il y a un trésor, qu'il y avait des façons de faire et qui peuvent être améliorées, qui peuvent inspirer les générations actuelles. Et c'est le cas pour tous les pays d'Afrique. Voilà. L'histoire des uns est censée intéresser, est censée inspirer les autres et vice-versa, pour aller vers quelque chose de commun où chacun se retrouve un peu en l'autre. Parlons maintenant du patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'un patrimoine de l'UNESCO, mondial de l'UNESCO? Un patrimoine, c'est un trésor, c'est une richesse qui est suffisamment historique, suffisamment emblématique pour interpeller le monde, pour que chacun puisse retrouver une part de lui-même, une part de l'humanité, c'est-à-dire une part de l'histoire du monde à travers cet espace, à travers ce lieu qui peut être naturel, qui peut être civil, c'est-à-dire monté, conçu sur la base d'un développement humain. Et lorsque ce lieu est détecté, effectivement, l'État ou bien les gouvernants qui sentent tout l'intérêt que représente ce lieu informent donc l'UNESCO qui va dépêcher un ensemble de spécialistes pour prendre acte de ce que représente véritablement la valeur de l'espace, du lieu, afin de décréter que c'est un patrimoine. Et une fois que c'est un patrimoine, cela veut dire que cette histoire compte pour les autres, qu'elle a de la valeur pour les autres et qu'elle doit davantage avoir de la valeur pour nous-mêmes. Et que cela doit être conservé, qu'elle doit être transmise, qu'elle doit être développée. Et tout cela suscite davantage de curiosité. Donc les enjeux vont devenir économiques avec du tourisme, avec tout ce que ça suscite sur le plan gastronomique, sur le plan vestimentaire. Et on va donc voir qu'au niveau de Bassam, il y a un ensemble d'activités. On a des artisans, on a des potiers, on a tout ce qui se fait, tout ce qui est comme savoir-faire au niveau de cette ville qui est présenté pour les gens, pour les touristes, pour les étrangers qui vont venir visiter afin
de s'enquérir de l'histoire et de l'héritage de Grand Bassam. Okay. Puisqu'il s'agit effectivement de Grand Bassam, comment cette ville devient patrimoine de l'UNESCO? Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est l'État du Côte d'Ivoire. D'abord, il faut d'abord signifier que, avant que Grand Bassam soit patrimoine de l'UNESCO, la Côte d'Ivoire avait déjà fait de Grand Bassam un patrimoine national. Alors, la Côte d'Ivoire décide de soumettre le projet de Grand Bassam à l'UNESCO pour que Grand Bassam devienne un patrimoine national de l'UNESCO. Alors, l'entreprise commence en 2007 avec la rédaction du projet, de tout ça. Et elle est soumise à l'UNESCO. Elle est soumise à l'UNESCO parce que l'État du Côte d'Ivoire, par son ministère de la Culture et de la Francophonie, oui, décide que Grand Bassam doit faire partie de ces grands monuments dans le monde. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, Grand Bassam est pour la Côte d'Ivoire ce que Saint-Louis est pour le Sénégal, Lembe pour le Cameroun, Porto Novo pour le Bénin et Tombouctou pour le Mali. Alors, la chose s'est faite en 2009, c'était en 2008 et en 2009, le dossier ivoirien a été carrément rejeté parce qu'il y a certaines pièces qui manquaient. Alors, comme on a l'habitude de dire, découragement n'est pas ivoirien. Alors, le ministre de la Culture, Maurice Bandama, et toute son équipe s'y mettent à nouveau avec d'autres recherches, avec les experts d'ici et les experts extérieurs, continuent à travailler sur le projet. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Grand Bassam devienne patrimoine de l'UNESCO? Alors, l'UNESCO dit à l'État du Côte d'Ivoire, à son ministère de la Culture, qu'il faut insérer le village Nzima pour que l'endroit où se trouvent les bâtiments et le village Nzima fassent un. Parce qu'ils ont toute une histoire commune. Parce que dans le temps, il y avait les endogènes et les autochtones qui ont formé certains brassages. Et c'est ainsi que le village Nzima est l'endroit où les bâtiments coloniaux deviennent un seul endroit. Et lorsque c'est soumis à l'UNESCO en juin 2012, on va dire comme ça que c'est le trophée Grand Bassam devient patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que l'entreprise n'a pas été facile dans ce projet. Mais, comme je le dis, il y a de la valeur. Il y a de la valeur, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire et cette histoire doit être connue. Et c'est parce que cette histoire doit être connue que l'État du Côte d'Ivoire, à travers son ministère de la Culture et de la Francophonie, qui ont décidé de faire de Grand Bassam, proposer Grand Bassam à l'UNESCO pour que l'histoire soit connue, parce que c'est une histoire universelle. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire concernant la différente démarche qui a été menée pour que Grand Bassam devienne patrimoine de l'UNESCO. On pourra revenir tout à l'heure sur les enjeux, mais quand on est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO, quels sont, je dirais, les engagements de l'UNESCO qui intègrent ce bien matériel ou immatériel dans son patrimoine? Mais quand on est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO, déjà il faut savoir qu'on bénéficie d'une visibilité internationale, d'une visibilité extérieure. Si vous allez sur le site de l'UNESCO pour voir les différents patrimoines du monde, vous allez forcément trouver au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver Grand Bassam et d'autres noms comme cela a été mentionné tout à l'heure. Donc, cela est une grande visibilité et une belle communication qui va attirer davantage de touristes, davantage d'étrangers, davantage de personnes qui sont sensibles à l'art, à la culture et d'autres qui vont, à travers cette porte d'entrée, découvrir ce qu'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut connaître la Côte d'Ivoire ou un pays quelconque par le biais peut-être du sport, par le biais peut-être de l'économie, mais là, par le biais de l'art et de la culture,
on découvre. Et donc, il y a une grosse promotion, une énorme promotion qui est faite de manière continuelle, de telle sorte que un lieu dont on parlait peut-être uniquement sur le plan national ou sur le plan local, va prendre de l'envergure. Parce un Américain, un Français, un Italien ou un Asiatique peut apprendre l'histoire de Grand Bassam et décider d'y venir pour voir tout cela de très près. Je pense que c'est vraiment le plus grand, à mon avis, le plus grand impact. C'est sortir de l'ombre et être dans la vitrine mondiale pour pouvoir profiter d'une belle visibilité à partir de laquelle tout le reste peut se développer. Et au-delà de la visibilité, ça veut dire que l'UNESCO se sent directement concerné désormais quand un bien est inscrit à son patrimoine. On se souvient des inondations en Côte d'Ivoire, de l'attaque de Grand Bassam. Absolument, absolument. Tout cela va avec un ensemble de responsabilités, un ensemble. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, l'État ivoirien ne peut pas prendre n'importe quelle décision au sujet de Grand Bassam sans que l'UNESCO ne s'y implique, sans que l'UNESCO n'apporte ne serait-ce qu'un conseil, un droit de regard, parce que c'est un patrimoine aujourd'hui mondial. Donc ce n'est plus un bien uniquement réservé aux Ivoiriens, mais à tout le monde entier. C'est un bien pour l'humanité, c'est un bien pour les humains, et à partir de cet instant-là, tout le monde entier se sent concerné s'il y a quelque chose qui se passe à Grand Bassam. Alors Guy Christian, depuis que la Côte d'Ivoire est déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, qu'est-ce qui a changé? Bon, j'allais dire que le regard, d'abord, le regard intérieur et extérieur a changé. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important. C'est qu'il faut comprendre que Grand Bassam est devenu un label. Est devenu un label. Et il revient à l'État de Côte d'Ivoire par son ministère de la Culture et de la Francophonie de prendre toutes les dispositions pour une meilleure gestion de ce label. Parce que si ce label n'est pas très bien géré et négligé, nous risquons de perdre ce label et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé? Je dirais beaucoup de choses ont changé parce que, le regard extérieur sur Grand Bassam a augmenté. Et il y a une certaine fierté qui s'y dégage. Et aussi, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Grand Bassam sans toutefois parler de l'attentat qui a eu lieu en 2016, qui a fait malheureusement 19 morts, 33 blessés. Alors, c'est vrai que ça a été quelque chose de malheureux, comme ça a été à Tombouctou. Mais je dirais sous un angle, je dis que ça a encore permis au monde entier de connaître Grand Bassam. Et donc, comme je le disais, il y a toute une action de restauration des bâtiments, il y a toute une action de médiatisation, il y a toute une action de gestion désormais qui sont menées sur Grand Bassam. Et vous pouvez voir dans les actions du ministère de la Culture et de la Francophonie, il y a un comité même qui est mis en place pour mieux gérer cette gestion-là. Pour dire aussi au niveau des hôtels que ces sites abritent. Les activités ont augmenté. C'est vrai que pendant un certain moment, il y avait eu de la réticence à cause de cet attentat. Mais les activités ont repris. Et chaque week-end, avant cet attentat, c'était plus de 40 000 personnes qui visitaient par exemple le musée de costumes. Mais après la crise, on se retrouve avec près de 20 000, encore 20 000 visiteurs, c'est encore quelque chose. Donc pour dire qu'il y a déjà une certaine affluence qui se fait à Grand Bassam. Et les choses ont vraiment changé. C'est vrai que Grand Bassam était d'un patrimoine, mais le fait qu'il devienne patrimoine mondial
Il y a eu beaucoup de ça changements. devient encore plus incidence. grand, ça devient encore plus grand au niveau du transport, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'artisanat. Il y a toute une certaine synergie qui se fait positivement et ce sont les conséquences de cette élection. Mais nous sommes déjà à la fin de cette émission. En 15 secondes, quels pourraient être les prochains défis de ce patrimoine mondial de l'UNESCO? 15 secondes. Mais je pense que les défis sont en train d'être pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a une autoroute qui a été d'ailleurs, qui est maintenant pratique, qui a été ouverte pour avoir plus facilement accès à Grand Bassam et relier Grand Bassam d'Abidjan. Et je pense qu'à partir du moment où il est facile d'accéder à Grand Bassam en évitant les embouteillages et en permettant des allers-retours rapides, beaucoup de personnes sont en train de s'installer à Grand Bassam. Merci. Et cela va forcément contribuer à l'éclosion économique, touristique. Et c'est ça l'enjeu pour moi particulier que l'État est en train de prendre en compte. Merci, Monsieur Ben Mpek. Vous Merci êtes beaucoup. artiste et homme de culture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous étiez avec Monsieur Guy Christian, journaliste culturel. Merci également d'avoir Merci accepté à vous. de répondre à nos questions. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.